Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retail Squad. Retail Squad est le podcast dédié aux personnalités du retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Bonjour et bienvenue au podcast Retail Squad, donc le podcast dédié aux acteurs qui font le retail. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Saksik, responsable de la formation internationale maquillage chez Dior. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent. Alors merci encore une fois d'avoir pris du temps et d'avoir accepté de participer à cet épisode de Retail Squad. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis responsable de la formation internationale du maquillage pour Dior. Dans ma mission principale, c'est de créer des contenus et des supports de formation seulement sur le maquillage à destination de toutes les équipes de formation Dior dans le monde, que ce soit au niveau des nouveautés produits, mais aussi sur le développement des compétences, des soft skills, des hard skills de toutes nos équipes de vente. Donc nous, en tant que département international, on s'occupe principalement des formateurs en direct qui sont dans les marchés. On a à peu près une communauté de 200 formateurs dans le monde qui, eux, forment environ 10 000 BC à travers le monde pour à la fois des points de vente qui sont des points de vente Dior, mais aussi des points de vente multimarques comme par exemple Sephora pour ne citer que. Et mon rôle, le rôle de mon équipe, c'est effectivement de délivrer ces contenus de formation de manière qualitative et de pouvoir monitorer la performance aussi de ces équipes une fois que les formations sont délivrées et de comprendre l'impact aussi que ça peut avoir sur les ventes. Donc, on a toute cette partie de développement de compétences de ces équipes et aussi on a une partie d'organisation de séminaires et d'engagement de ces équipes. Comment est-ce qu'on fait pour retenir les meilleurs talents et comment les développer pour qu'ils aient envie de construire leur carrière en tant que maquilleur chez Dior demain. Parfait. Et du coup, là, quelque chose qui m'interpelle dès à présent, quand tu dis retenir les talents et améliorer leurs compétences, ça consiste en quoi précisément? Alors, retenir leurs talents, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on fait face, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement qui est très concurrentiel. Et chez Dior, on offre vraiment une perspective de carrière à nos équipes de vente, puisqu'on a un cursus de formation qui est énorme et qui va permettre de développer leurs compétences à la fois au niveau de la vente pure, de la communication, mais aussi au niveau technique, sur comment réaliser un maquillage yeux, lèvres, teint par exemple. Et au-delà du niveau technique, il y a aussi la dimension artistique qu'on veut énormément pousser aussi chez nos make-up artistes en point de vente. Et tout l'enjeu, c'est une fois qu'on a offert des perspectives de développement et de carrière, qu'on a investi dans les parcours de formation de ces équipes-là, eh bien, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces talents-là restent chez Dior et puissent toujours évoluer et monter en compétences et ne pas aller à la concurrence. Comment vous procédez pour gérer la multiculturalité? J'imagine, en tous les cas, que former des make-up artistes pour des corners ou des points de vente en France est complètement différent que si tu te trouves au Japon ou peut-être en Chine. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un très bon point. Tout l'enjeu justement d'un département international aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir cette approche qu'on dit globale, c'est-à-dire qu'on est global, mais l'enjeu, c'est d'avoir des partenariats très forts avec nos marchés et nos régions pour justement adapter ces contenus de formation sans en perdre l'essence et sans en perdre. Ce qui fait que c'est Dior, même si on est au Japon, en Chine ou aux US par exemple ou en France, maintenant il y a véritablement aussi une adaptation à faire. Concrètement, ça peut être les aptitudes de communication de nos équipes de vente. On n'engage pas forcément, on n'accueille pas forcément de la même manière un client quand on est en Chine ou quand on est à Paris ou quand on est aux US. Il y a bien sûr des adaptations culturelles et ces adaptations-là sont faites par les marchés. En revanche, c'est vrai qu'en ce qui concerne plutôt les messages produits, on s'attelle à avoir toujours une cohérence dans les messages qu'on souhaite diffuser sur nos produits parce que ça, pour le coup, c'est intrinsèque au produit et non à la culture de chaque maquilleur. Mais c'est vrai que sur la partie plutôt soft skills et non pas sur les messages produits qui sont purement informatifs, on a vraiment ce travail d'adaptation à faire. Et ce qui peut être aussi très intéressant, on organise aussi des séminaires avec nos maquilleurs du monde entier. Il y a aussi effectivement comment est-ce que chaque culture va s'approprier un thème. Et pour le coup, ça, c'est très, très différent d'une culture à l'autre. Ouais. Il y a un terme là que je connaissais pas là et que je trouve extrêmement intéressant, on va peut-être le garder comme étant la clé de voûte là de ce podcast. Ok. C'est le terme d'approche glocale. C'est bien ça, tu as dit glocale. Oui, oui. C'est un terme propre à Dior parce que je l'avais jamais entendu, mais en tous les cas, je trouve que ça représente bien. Alors non, c'est pas un terme Dior, mais c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie pas mal. On dit aussi en étant international que one size does not fit all, et c'est un point qui est très juste, hein. C'est-à-dire qu'en tant que département international et en tant que marque internationale, on est toujours en tension entre comment est-ce qu'on diffuse et qu'on relève vraiment l'ADN d'une maison tout en respectant le pays dans lequel on va se trouver. Et ça, c'est vrai que le côté glocal, c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui si on veut être agile et si on veut comprendre ses clients à travers le monde. Donc en fait, vous êtes global lorsqu'il s'agit du produit et de la marque, et vous êtes local lorsqu'on parle de la façon de vendre ou de présenter les produits.
Alors, je ne serais pas si tranchée sur la façon de vendre. Sur le produit, oui, absolument. Sur la façon de vendre, on a quand même une méthode de vente qui est une méthode internationale que je ne vais pas vous révéler. Mais on a effectivement des adaptations, en tout cas pour engager la communication avec un client. On a des adaptations, bien sûr, en fonction des cultures. Je vous dis, par exemple, aux US, on va demander Hello, how are you? Voilà. En France, on ne va pas forcément demander à son client comment ça va. Et puis, même aux US, le client ne va pas forcément répondre par véritablement comment est-ce qu'il va et engagé sur une discussion très personnelle. Mais je vais vous donner un exemple très concret sur le maquillage au moment de la vente. On sait que, par exemple, aujourd'hui, quand on est en Europe, quand on a des clientes ou des clients qui veulent porter des maquillages tendance, l'enjeu, c'est vraiment d'aller exprimer sa personnalité, d'aller révéler sa singularité, son identité. Et le maquillage permet ça. C'est vraiment l'expression de son identité. Quand on est en Chine, par exemple, le fait de porter un maquillage tendance va être plutôt quelque chose qui permet de répondre à une norme et à une représentation sociale parce qu'on a envie de ressembler à quelqu'un qui fait tel ou tel métier ou à quelqu'un qui a telle condition de vie. Et du coup, c'est pas exactement la même façon de porter le maquillage. Ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on va proposer le maquillage tout en étant global, mais en ayant cette approche locale où on comprend les particularités de l'approche du maquillage, tout en étant fidèle aux valeurs de la maison. Et d'ailleurs, si on fait marche arrière, ce département-là dont tu t'occupes, qui est en charge de cette formation internationale, il est récent? C'est quelque chose qui est arrivé il y a déjà quelques années? Non, c'est pas un département qui est récent, c'est un département qui existe depuis plus de 20 ans. C'est un département quand même relativement unique parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe de formation dans la beauté du luxe au niveau international qui soit aussi riche que l'équipe de chez Dior. On est 21 aujourd'hui. C'est énorme. On est à peu près 3 ou 4 personnes par axe, puisque chez Dior, on a le parfum, le maquillage, le soin. On a aussi des départements transversaux. On a un département digital, on a aussi un département qui s'occupe de tout ce qui est accessoires fashion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une très très grosse équipe sur le marché et c'est ce qui fait qu'on a un cursus de formation qui est énorme. D'accord. Maintenant qu'on cerne un peu mieux ton rôle au sein de Dior, par ton prisme, c'est-à-dire de créer du matériel de formation pour les formateurs qui vont ensuite dans chaque boutique dispenser cette bonne parole, j'ai envie de dire. Est-ce que il y a depuis, on va dire, peut-être les 10 dernières années, des évolutions que tu as pu constater, que ce soit sur la façon justement d'appréhender cette formation? Est-ce que tu as un avis et une vision sur ce que le point de vente devient dans le monde du retail en général? Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, sur l'évolution du métier de la formation, aujourd'hui, on forme plus les équipes de la même manière. Déjà parce qu'on a une population qui est très diverse en termes d'équipes de vente. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont en vente, qui appartiennent au réseau Dior et qui sont Dior. Et on a des personnes qui travaillent donc en multimarque, qui n'ont pas que Dior à vendre. Et déjà, ne serait-ce que par la diversité de ces deux profils, c'est vrai que ce n'est déjà pas la même approche pour les engager, pour qu'ils aient envie de vendre Dior, contrairement à d'autres maisons. Et par rapport à ce qu'était la formation il y a 20 ans, hein, on parlait de la création du département il y a 20 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps pour former nos équipes. Il y a beaucoup de formations encore qui sont faites dans des salles de conférences, dans des salles de formation, que ce soit par le retailer ou alors par nous. Et aujourd'hui, ce temps-là, il devient de plus en plus précieux parce qu'on a besoin de ces personnes-là sur le point de vente. Du coup, on vient plus en formation comme avant, c'est-à-dire qu'on vient plus en apprenant complètement de A à Z le jour de la formation, mais on met de plus en plus à disposition des équipes de vente des outils d'auto-formation en ligne, donc des applications mobiles sur lesquelles nos équipes de vente se forment en amont des formations de manière à favoriser la pratique une fois que les personnes sont en classe. Parce que voilà, on n'a plus 2 jours de formation, mais on a une demi-journée. Donc quand on a une demi-journée, on ne vient pas raconter l'histoire d'un produit, on vient pratiquer la vente de ce produit sur la base de connaissances qui sont déjà acquises. Donc déjà dans l'évolution du métier, c'est vrai qu'on a moins de temps. Deuxième chose, on a aussi une évolution du digital qui aujourd'hui nous permet non seulement de mettre à disposition des connaissances auprès de nos équipes de vente, mais aussi de gamifier un petit peu toute cette approche. L'enjeu, c'est que l'apprentissage, en tout cas pour les adultes, même si c'est aussi valable, je pense, pour les enfants, doit se faire de plus en plus de façon amusante, de façon fun, parce que ça crée une meilleure rétention de l'information. Et en ce sens, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de solutions innovantes en digital qui permettent à nos équipes d'apprendre tout en passant un très bon moment, tout en s'engageant davantage pour aimer la marque, parce qu'on sait aussi que
que c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose qu'on aime. Donc on favorise aussi cet engagement vis-à-vis de la maison pour ces deux types de populations. Et en termes de compétences, on demande aujourd'hui de plus en plus à nos équipes de maîtriser non seulement le storytelling des produits, l'art de la vente chez Dior, mais de plus en plus on les sollicite pour des opérations retail comme la gestion des stocks, la tenue du point de vente, la maîtrise des outils de clienteling aujourd'hui. Ce sont aussi des compétences qu'on ajoute et qu'on demande de plus en plus à nos BC. Et du coup, ça fait une transition avec la suite de ta question qui était sur quelle transformation, quelle évolution demain pour nos points de vente. Il y a cette dimension très omnicanale aujourd'hui dans la vente. Quand une personne en vente, il y a quelques années, vendait uniquement sur le point de vente et puis rappelait la cliente de temps en temps, aujourd'hui, on met à disposition de nos équipes de vente de véritables outils pour poursuivre la relation, parce qu'en fait, la relation client, aujourd'hui, elle s'arrête plus du tout au point de vente physique. Ce qui va faire la différence, à mon sens, d'une expérience client qualitative, ça va clairement être le facteur humain, à savoir la personne qui a vendu en point de vente et qui a proposé un service, parce que c'est ça qui fait aussi la différence d'un achat en ligne pour un client. Mais c'est aussi la qualité des rapports, c'est aussi l'authenticité dans la relation, et c'est aussi le fait de pouvoir entretenir cette relation. On parlait des différences culturelles tout à l'heure. Là encore, cette approche culturelle, elle est fondamentale, parce qu'en fonction des nationalités, en fonction des cultures, on ne fait pas un clienteling de la même manière en France ou au Moyen-Orient, par exemple. Donc c'est vrai que dans la transformation aujourd'hui du rôle de nos équipes de vente et a fortiori du retail, il y a eu des évolutions comme le clienteling et comme la gestion du point de vente, en tout cas de nos équipes. C'est très clair, mais du coup, on peut dire que le point de vente physique, alors effectivement, dans le cas de Dior, là, il y a la particularité de devoir mixer des points de vente, des revendeurs plutôt généraux, type Sephora, etc. Voilà, des multimarques, et puis vos propres points de vente. Donc, je comprends qu'il y a deux approches qui sont sensiblement différentes. Alors, pour ce qui concerne la partie que sont les points de vente de Dior, ce que je comprends de ce que tu nous expliques, c'est que le point de vente est malgré tout extrêmement important dans ce clienteling. C'est une étape indispensable quelque part. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le point de vente, si vous deviez vous reposer que sur l'expérience online, est-ce que vous auriez beaucoup plus de mal à faire de la rétention? Effectivement, la question, elle est très juste et elle est très pertinente en fonction des marques. On n'a pas tous la même stratégie. C'est vrai qu'en tout cas, en ce qui concerne Dior, qui est aujourd'hui l'une des marques de luxe, en tout cas en beauté, c'est la marque numéro 1, en tout cas en maquillage, aujourd'hui sur le segment du luxe. Pour nous, on n'envisage pas autrement la relation client et une relation de qualité autrement qu'en passant par le point de vente. Même en multipliant les touchpoints, que ce soit par téléphone, en visio, via le site. Enfin, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de vendre à distance. Mais la qualité de la relation entre un vendeur et son client, c'est ce qui pour nous est un vrai marqueur, un non négociable de la relation client de qualité et de durée en fait. J'ai pas été voir précisément, mais est-ce que vous proposez sur le site internet des formations à l'attention de vos clients sur justement le make-up, etc. Il y a des supports accessibles en ligne? Des formations vis-à-vis du client, nous, on s'en occupe pas dans notre département. On fait pas de masterclass, on appelle ça des masterclass par exemple. On les fait pas directement, en tout cas pas à l'échelle internationale. En revanche, c'est vrai que pour les équipes de formation dans les marchés, il y a aussi parfois des masterclass pour les clients, bien sûr, pour les éduquer à comment bien se maquiller. Ça, c'est valable aussi pour des clients qui sont des clients habituels de la maison. Et puis, c'est tout le rôle aussi de nos maquilleurs que d'être généreux quant à l'apprentissage et au conseil vis-à-vis des clients, bien sûr. Parfait. Aujourd'hui, là, sans trahir de secret, quelles sont les zones géographiques les plus actives dans le domaine du maquillage pour Dior? Ça dépend aussi beaucoup des segments. Sur le maquillage, on a 3 segments principaux. On a le teint, les yeux, les lèvres. On va dire qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les lèvres qui sont un segment qui nous permettent de recruter beaucoup de nouveaux clients. Le segment du teint, et ça c'est à travers le monde globalement, le segment du teint permet aussi beaucoup de fidéliser nos clients parce que très généralement, quand on vend un fond de teint, on crée de la fidélité. Vraiment, le fond de teint, c'est un produit qui permet d'être très loyal. Mais globalement, ça se passe très bien. On sort un peu du point de vente. Je voulais parler des réseaux sociaux parce que, alors aujourd'hui, bon, il y a effectivement un essor considérable des réseaux sociaux, de toute la partie influencing et compagnie. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et qui communiquent avec. Est-ce que toi, au sein de Dior Maquillage, tu as pu constater que depuis justement cet essor des réseaux sociaux, il y avait aussi un effet direct sur votre activité, le chiffre d'affaires ou la demande? Pour préciser ma question, j'aime souvent prendre l'exemple d'une baseline qui date un peu maintenant, qui était celle de Paris Match. À l'époque, on parlait du poids des mots et du choc des photos. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on a envie de dire que on est presque plus que sur le choc des photos.
où l'image, la représentation des individus est devenue prépondérante, presque sur le contenu de ce qu'ils pouvaient avoir à dire, D'accord. en valeur de jugement. Par exemple, on sait que le marché de la chirurgie esthétique connaît une croissance extrêmement importante eu égard aux réseaux sociaux. D'accord, ok. On a des jeunes qui veulent déjà, dès l'adolescence, ressembler à leurs idoles, que ce soit des chanteurs, des acteurs, etc., et ont des usages esthétiques de ce type-là. Est-ce qu'on peut constater le même effet avec le maquillage et ce que vous proposez chez Dior? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, les réseaux sociaux, ça a bouleversé le monde du maquillage. Il y a eu énormément de marques de maquillage qui ont été lancées là et même qui sont de plus en plus des marques de maquillage qui ont été lancées même par des célébrités. On a vu la marque de Fenty avec Rihanna, on a vu la marque House Lab de Lady Gaga, la marque Rem de Ariana Grande. Il y a énormément de célébrités et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux qui ont profité justement de leur popularité pour lancer des marques de maquillage. Et effectivement, les réseaux sociaux, la façon dont ça a transformé aussi l'appétence pour le maquillage, c'est qu'on a eu beaucoup de vidéos et d'usage de ces produits-là, en fait, de démonstration. Il y a beaucoup de wow effect aussi en maquillage avec des espèces d'avant-après sur les réseaux sociaux qui font qu'il y a aussi, même visuellement, quelque chose qui nous attire pour regarder ces vidéos de maquillage. Donc, il y a eu beaucoup de marques qui ont lancé des maquillages. Ça a aussi bousculé les marques sur comment est-ce qu'il fallait aujourd'hui s'adresser aux consommateurs de maquillage en s'inspirant de ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Ce qui est fait sur les réseaux sociaux, c'est très client-centric. Ce sont de vraies personnes souvent qui aussi se maquillent et qui testent les produits, qui en parlent, qui font des vlogs, qui font des tutos. Et on peut être n'importe qui, être n'importe quel make-up artiste demain et faire le buzz et effectivement être regardé par des maisons comme la nôtre parce que vous avez réussi à engager et à faire une vidéo très très virale. Donc bien sûr, nous, en tout cas, ça nous bouscule au niveau de l'image et au niveau de la création des contenus qu'on va créer demain. En tout cas, je parle en tout cas aussi beaucoup sur des contenus de formation. Après, je suis pas du tout en charge de la communication et de l'image de Dior, mais ce que je sais, c'est qu'on crée énormément aussi de contenu pour les réseaux sociaux et inspirer les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que l'émergence des réseaux sociaux, la polarité exercée notamment par une tranche de la population qui est de plus en plus jeune, a également influé la façon dont vous appréhendez la formation? Tout à fait. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment le porte-parole particulièrement du maquillage puisqu'on retrouve toute catégorie de personnes de toute nationalité confondues qui vont s'exprimer au travers des réseaux sociaux et vont réaliser des applications de maquillage. Donc ça pose à la fois la question de comment est-ce que nous on crée des contenus de formation qui sont aussi en lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisqu'on met de plus en plus à disposition de nos équipes de vente des contenus vidéo. Donc, on se doit aussi de mirorer un petit peu comment est-ce qu'elles utilisent leurs réseaux sociaux aujourd'hui via nos plateformes de formation online. Et ça nous pousse aussi à revoir comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à ces nouvelles générations parce que dans nos populations de vente, on a toutes les générations de vendeurs. Et dans ces nouvelles générations-là, ce sont aussi des générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et qui n'ont pas 4 minutes de leur temps à perdre pour apprendre réellement comment faire tel ou tel maquillage. Il faut aussi, nous, être beaucoup plus incisifs dans la création de nos contenus de formation pour former aussi la Gen Z et toutes ces nouvelles générations. Au sujet de vos programmes de formation et de la façon dont vous les mettez en œuvre, quel dispositif vous mettez en place pour garantir que les personnes dans les points de vente, alors peut-être plus lorsqu'il s'agit de revendeurs multimarques, suivent les formations et soient en permanence correctement formés? Pourquoi je te posais la question? Parce que récemment, on a pu s'entretenir avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans une division un peu cosmétique, et qui nous expliquait qu'eux mettaient en place des outils. Donc en général, c'est une plateforme web avec des contenus de formation. Donc ça, j'ai l'impression que vous le faites. Ça, on le fait aussi, ouais. Vous le faites aussi. Et la personne qui se formait capitalisait sur des points, donc forme de reward. Et ces points accumulés lui permettaient de pouvoir acheter des produits de la marque en question. Ok, d'accord. Alors, nous aussi, on a un système comme ça, mais c'est pas à destination des personnes qui sont formées sur les multimarques. Je crois que ta question, c'était sur les multimarques, non? Ouais, j'avais l'impression que c'était plus adapté aux multimarques, mais peut-être que je me trompe. Alors non, parce qu'en fait, justement, les multimarques, on a moins accès à elles, on peut moins leur donner des contenus de formation comme on le veut avec nos équipes. En revanche, effectivement, pour les vendeurs, les BC Dior, les vendeurs Dior, ils ont effectivement cet accès à la plateforme qui permet pour nous de savoir qui a été formé en ligne, etc. En revanche, ça répond partiellement à ta question, c'est-à-dire qu'on sait qui est formé, mais est-ce qu'on est sûr de l'efficacité au niveau qualitatif? On ne sait pas. En fait, il faut tout le temps faire du coaching et du suivi en point de vente. Tu peux mesurer au niveau quantitatif et te dire, OK, tu as 95% des personnes qui ont suivi la formation, mais qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour être sûr que l'apprentissage est bien fait? À part le suivi en point de vente,
après, et ce qui est rarement très bien fait, finalement, c'est un peu difficile de te répondre clairement, quoi. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple du revendeur multimarque, parce que là, dans cet exemple là que je prenais, les produits de ce laboratoire sont vendus dans les pharmacies, donc on peut dire qu'on est à peu près dans la même configuration. Une pharmacie, c'est finalement un revendeur multimarque. J'avais l'impression que la formation devenait aussi un moyen, dans ce cadre de magasin multimarque, de permettre de mettre plus en avant cette marque-là plutôt qu'une autre, et que la formation pouvait être aussi un élément différenciant et de promotion dans ces structures multimarques. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez de cette manière, apparemment non. Non, pas exactement. Non. Mais je comprends le parallèle, hein. Mais c'est vrai que non, nous, on l'utilise pas exactement comme ça. Alors maintenant, si on essaye un peu de se projeter dans le futur, ou du moins un futur proche, je serais quand même intéressé d'avoir ton point de vue sur comment tu vois le point de vente évoluer dans les prochaines années. Alors peut-être avec ton regard de consommatrice cette fois-ci, si effectivement professionnellement c'est moins ton terrain de jeu, néanmoins ça reste l'univers du retail malgré tout. Comment tu vois un peu ce point de vente évoluer? Comment il s'imbrique demain dans un parcours, dans une expérience client? C'est vrai que c'est assez large. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr pour moi depuis le Covid, c'est que si on revient en boutique, et on revient en boutique parce qu'on a, je pense, eu tous cette envie de renouer avec le contact physique et de renouer avec, voilà, avec la présence dans un magasin, avec le service, avec l'échange humain quand on vient en point de vente se faire parfumer ou maquiller ou peu importe dans quelle industrie. Je pense qu'on a tous ce besoin de vivre quelque chose qui soit différent de ce qu'on peut avoir en ligne. Je le disais tout à l'heure, pour moi, ça passe énormément par la personne qui nous propose un service ou une application ou un conseil. Donc, c'est pour ça que le rôle et pour moi, la formation des équipes de vente, elle est clé, encore plus post-Covid. Et je dirais que du coup, le point de vente est au service de cette expérience cliente et doit aussi, au-delà du contact avec les personnes de vente, doit aussi servir une expérience qui soit unique. Pourquoi pas demain avoir des expériences qui sont beaucoup plus polysensorielles qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce qu'on va vers un point de vente où on vient effectivement pour acheter un produit, mais on a des expériences annexes qui nous permettent de découvrir des produits en utilisant des sens qui soient complètement différents que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Finalement, le point de vente, c'est un endroit de sortie. Est-ce que c'est un endroit où on vient prendre un verre? Est-ce que c'est un endroit où on se retrouve avec des amis? Est-ce que c'est pas ça le point de vente de demain dans lequel on a envie d'aller parce qu'il va mêler à la fois sa vie personnelle, ses aspirations profondes et en même temps, accessoirement, on vient acheter un produit qui nous fait plaisir. Mais pour moi, en tout cas, il y a un réel enjeu d'avoir cette approche qui soit très différente et qui soit unique et qui permette de se dire vraiment, je vais partir de chez moi pour aller dans ce point de vente, au-delà de je veux juste essayer le produit parce que à distance, je n'y arrive pas, quoi. C'est intéressant là ce que tu dis, ça veut dire que toi en tant que consommatrice et usager, tu seras assez intéressé par des lieux demain qui permettraient de faire des achats, mais en même temps de boire un verre avec un copain, une copine, voire de manger un morceau, et pourquoi pas, en termes d'achat, mélanger les types d'achats où on pourrait imaginer que, encore une fois, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait imaginer que se côtoieraient maquillage et littérature, ou musique et parfumerie. Ouais, tout à fait. Je pense que ça peut être une piste. Je sais pas si c'est la bonne, mais même dans le rôle, en tout cas, de nos équipes, voilà, nos conseillers de vente. Je pense aussi ce qui fait la force de nos équipes, c'est quand souvent ils sont plus que des conseillers de vente, ils deviennent des amis, ils deviennent comme des concierges, comme des clés d'or aussi quand on va à l'hôtel, où en fait on a quelqu'un qui est à la fois très expert de sa catégorie, mais qui va être capable de sortir de son rôle et qui va pouvoir nous conseiller des choses complètement diverses et variées. Et c'est ça qui va faire la différence. Et du coup, pour moi, je pense que le point de vente pourrait aussi s'inscrire dans cette diversité d'offres qui permettrait à nos clients de pouvoir avoir plusieurs offres au même endroit et d'y passer un moment beaucoup plus long finalement. Parce qu'on sait aussi qu'un client qui s'assoit, en général, c'est un client qui achète. C'est vrai, et je suis assez d'accord aussi sur le fait que le côté sensoriel va vraisemblablement dans les prochaines années prendre le pas là, sur l'organisation des points de vente et des lieux de consommation. Ah oui, je pense. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Sarah. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'était encore une fois très intéressant d'avoir cette vue qui vient finalement d'un autre compartiment de jeu du retail. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Avec plaisir Laurent, à bientôt, merci. À bientôt. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Retail Squad.